Avant de parler de sécurité, les Hospices Civils de Lyon, c'est quoi? C'est un établissement hospitalo-universitaire. C'est le deuxième en France derrière les hôpitaux de Paris, l'assistance publique des hôpitaux de Paris. C'est un budget d'1,7 milliard et 22 000 bulletins de salaire mensuels, toutes catégories de personnel confondues. Alors, pour ce qui concerne plus particulièrement la sécurité, parce que ça a un impact aussi, on a 15 sites, ce qui fait à peu près 245 bâtiments. Et des bâtiments qui sont aussi bien des IGH que de petits pavillons, soit pour l'hospitalisation, soit pour de la logistique du tertiaire qui n'ont rien à voir avec la prise en charge directe des patients. Donc il est bien évident que lorsque l'on parle de sécurité dans une entreprise de ce type, parce que l'hôpital est aussi une entreprise, bon, avec un caractère particulier, puisqu'on est chargé de prendre en charge des patients et de produire du soin, nous avons dans ce concept de sécurité aussi bien des éléments, des concepts qui relèvent des conditions de travail, de la qualité de vie au travail, que de la sécurité générale des biens et des personnes au sens large, de la sécurité incendie, de la sécurité électrique, sécurité informatique, etc. Donc avec tout ce que ça implique en termes de politique, de continuité, d'activité. Alors si je m'attarde un petit peu sur chaque point, en ce qui concerne la sécurité des soins de manière générale, je ne m'étendrai pas trop parce que je pense que ce n'est pas le but de ce salon, mais nous avons une culture de la sécurité des soins, bien évidemment, puisque nous prenons en charge des patients dans toutes sortes de détresse. La sécurité autre, elle est complexe parce qu'on est un hôpital, parce qu'on est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, parce que l'on accepte tout le monde, qu'on ne fait pas de filtrage. Donc il est bien évident qu'on peut être soumis à toutes sortes de risques. Alors sur la sécurité générale, j'irai après sur la sécurité des personnes et les conditions de travail. Sur la sécurité générale, nous avons bien entendu à créer ou à recréer, parce que c'est assez loin quand même du fonctionnement de l'hôpital et de la mentalité des hospitaliers, nous avons à créer une culture de la sécurité. Alors ça veut dire que ça passe par à la fois l'insufflation d'un état d'esprit, à travers un certain nombre de recrutements, à travers une formation, à travers une qualification de nos agents de sécurité, de nos responsables de sécurité. Ça passe par la mise en place d'organisations. Évidemment, on a une direction centrale de sécurité, mais il faut que l'on ait sur chaque site, chacun de nos 15 sites, des services de sécurité plus ou moins étoffés, suivant le type d'établissement. Dans un IGH, sur un IGH comme l'hôpital Louis Pradel, l'hôpital cardiologie, pneumologie, on n'a pas le même dispositif, bien entendu, de sécurité que sur un établissement qui accueille des personnes âgées, pavillonnaires. Donc on est sur une adaptation de nos organisations, de la formation de nos personnels, avec qualification améliorée par rapport à ce que je disais tout à l'heure, des exercices. Il faut mobiliser en permanence, alors des exercices avec les pompiers par exemple, avec le SDIS, des exercices pour tester la réactivité de nos personnels, que ce soit nos agents de sécurité ou bien les personnels dans les services de soins. Lorsqu'une alarme se déclenche, que faut-il faire? Est-ce que ce que l'on aura appris, est-ce qu'il l'applique bien? Ce sont aussi des formations obligatoires pour les personnels dans les services. Formation obligatoire sur la sécurité incendie, par exemple. C'est donc un ensemble d'éléments déjà en termes de concept, de formation, de qualification. Alors après, bien entendu, on a toute une série de dispositifs que l'on peut mettre en place avec des techniques, des organisations. C'est par exemple des dispositifs anti-fugue ou anti-rapt. Alors anti-rapt, c'est par exemple dans les maternités. Il peut être très facile à quelqu'un qui n'a rien à faire dans une maternité de venir, en se présentant bien, et de venir pour emporter un nourrisson. Donc on a ces dispositifs anti-rapt, et puis anti-fugue dans les services de personnes âgées, désorientées, mais aussi parfois dans des services de chirurgie, comme la neurochirurgie ou la neurologie, où on peut avoir
des risques de patients totalement désorientés et qui partent sans se rendre compte même qu'ils font une fugue, qu'ils quittent l'établissement, et mettant ainsi leur vie en danger. Ça passe par des dispositifs aussi en matière de sécurité incendie, de limitateurs d'ouverture de fenêtres, le fameux limitateur à 11 cm d'ouverture dans nos bâtiments. Ça passe aussi par l'intégration systématique sur les opérations de travaux, dans la conception des opérations de travaux, que ce soit de la modernisation d'un bâtiment existant ou de la conception d'un nouveau bâti, l'intégration systématique du service sécurité à l'appui des services techniques pour donner ses propres contraintes plus ou moins prégnantes suivant le type de bâtiment. Alors ça va du simple contrôle d'accès à la gestion de flux dans un bâtiment, pour certains plus sécurisé que d'autres. Quand on est dans un service de médecine nucléaire, par exemple, alors c'est pas une bombe atomique bien sûr, mais on sera plus vigilant sur l'accessibilité à certaines pièces où on a en stock, par exemple, des sources non scellées radioactives, que dans un service d'urgence standard. Le service d'urgence, ce sera d'autres raisons. Ce sera la protection des personnels par rapport à certains mouvements d'humeur que l'on peut avoir parfois avec certains patients ou certaines familles accompagnant les patients. Donc vous voyez qu'on est sur des notions très larges et qui impactent largement nos organisations, la conception des bâtiments, et puis bien entendu la formation des personnels de sécurité, mais aussi des autres agents. Après, il y a un deuxième volet qui est par exemple la permanence de l'activité. Exemple type, c'est tous les plans que l'on doit mettre en place pour éviter par exemple qu'il y ait une panne informatique sur un applicatif très sensible, par exemple dans les réanimations ou la transmission des résultats d'examen de laboratoire. Il faut que l'on puisse mettre en place des procédures dégradées qui nous permettent d'assurer la continuité de cette activité. Et là, ça passe par une analyse très stricte des procédures de chaque fonction pour lesquelles il y a automatisation des fonctions. C'est aussi le cas sur des fonctions à préserver lorsqu'on est sur des plans d'urgence. On peut appeler ça catastrophe comme on veut, mais par exemple accueil de blessés en grand nombre ou des plans d'alerte NRBC. Là, parce qu'il faut que, indépendamment, enfin pas indépendamment, mais simultanément aux dispositifs sanitaires que l'on met en place dans les services de soins, avec les équipes médicales, les équipes soignantes, logistiques, il faut que nos services de sécurité soient capables de protéger l'établissement en lien avec les forces de l'ordre de l'arrivée en masse, par exemple, de personnes inquiètes pour des raisons légitimes, mais pour préserver le fonctionnement normal, même en conditions d'urgence et avec beaucoup plus de patients qu'à d'autres moments, mais que l'hôpital puisse continuer à fonctionner. Donc on est sur nécessairement des plans où on doit coordonner à la fois en interne toutes nos forces, quelles qu'elles soient, mais en même temps en externe avec les forces de l'ordre, que ce soit la police, la gendarmerie, les pompiers et éventuellement l'armée. Donc on est sur et bien entendu les autorités, préfectures, on est sur ce type d'action. Enfin, quand on parle de sécurité, on est obligé, parce que ça en fait partie, de penser à nos personnels. Alors quand on parle de sécurité, c'est tout ce qui tourne autour des conditions de travail. Alors nous avons en place des contrats d'amélioration des conditions de travail annuels. Nous avons des contrats, des objectifs, des programmes spécifiques, par exemple la gestion du risque chimique, la gestion du risque, par exemple, pour des ouvriers qui travaillent avec des transpalettes. Il y a beaucoup ou simplement les éléments relevant de la qualité de vie au travail et de la gestion des risques psychosociaux qui, à un moment ou à un autre, sont interdépendants. Donc,
Nous avons par exemple mis en place récemment un baromètre, un questionnaire que nous avons diffusé à nos 22 000 agents, médecins et non médecins des Hospices civils de Lyon. Nous avons 25% de taux de retour. Nous sommes en train de diffuser, d'analyser et de diffuser ensuite les conclusions de ce baromètre. C'est une grande satisfaction que d'avoir eu 25% de taux de retour avec des remarques intéressantes qui vont nous servir à poursuivre la politique d'amélioration des conditions de travail et de la qualité de vie au travail dans l'établissement. On a, sur ces conditions de travail, on a aussi beaucoup travaillé sur la définition des postes de travail dans la maison, parce que c'est la base même des organisations. Quand quelqu'un sait précisément, lorsqu'une personne sait précisément ce qu'elle doit faire, on limite les risques à la fois objectifs et les physiques ou autres, mais aussi psychologiques, et donc inévitablement avec interférence sur le reste du travail quotidien. Donc voilà, en gros résumé, ce qu'on pourrait dire sur la sécurité aux Hospices de Lyon. C'est un plan d'ensemble qu'il faut coordonner, qui impacte aussi bien nos services sécurité sur des questions très, très globales, très précises, comme la protection de zones à accès restrictif, d'application du plan Vigipirate, que des éléments de fonctionnement quotidien sur la surveillance, les contrôles d'accès, la gestion de flux, le dispositif de vidéosurveillance, de vidéoprotection, que sur des éléments de gestion de ressources humaines au titre des conditions de travail.